Allez, salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast, et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe pour un épisode exceptionnel en direct de Chamonix à la House of Mountains avec mes trois acolytes, Nicolas Martin, Théo Robin et Mathieu Delpech, pour un épisode qui s'annonce une nouvelle fois dense et passionnant. Avant de commencer, messieurs, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va, super. Demain, une belle OCC s'annonce malgré le parcours de repli. Ouais, ça va bien aussi. On a bien commencé la semaine avec l'académie et là, c'est place au moment où il faut profiter. Il n'y a plus de course devant, donc on est tranquille. Alors au sommaire de cet épisode, pas d'actu, pas de news, pas de reco, épisode exceptionnel oblige, mais la réception de 4 auditeurs et auditrices, mais pas n'importe lesquels, 2 qui participeront à la CCC vendredi matin et 2 à l'UTMB à partir de vendredi en fin d'après-midi, auxquels nos experts Nicolas Martin, l'homme aux multiples médailles internationales et désormais entraîneur, Théo Robin, kiné et préparateur physique chez Cap Prévention, et Mathieu Delpech, athlète pro et youtubeur, nous donneront leurs meilleurs conseils avant qu'ils prennent le départ de leurs courses respectives. Juste avant de démarrer, déjà bonjour et un grand merci à toutes celles et ceux qui sont présents en physique juste en face de nous, c'est un petit peu impressionnant. Mais on est très content de vous avoir avec nous, et puis je crois que Mathieu, tu avais quelques petits remerciements à faire avant de commencer l'épisode. En effet, il faut remercier notre partenaire Brooks qui nous permet de faire cet épisode en direct. Donc on est passé de se connecter derrière nos écrans toutes les 2 semaines à se raconter nos petites anecdotes et à parler de trail. Et donc là, c'est cool de voir qu'on passe un petit peu à l'étape suivante, de rencontrer nos auditeurs en vrai. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. Et puis de faire ce petit événement. On reste dans l'ADN du podcast. On est connecté avec nos auditeurs, on aime bien échanger avec les personnes, ouvrir le débat, donc on est là pour ça et je pense qu'on va passer une belle heure ici. Merci Mathieu, et puis pour débuter cet épisode, on va accueillir Simon et Dania qui nous font le plaisir d'être là et qui participeront à la CCC vendredi. Un départ, je le rappelle, à 9h depuis Courmayeur pour tenter de rallier Chamonix avant samedi à 12h, soit 27 heures de course. Simon, Dania, merci d'être là. Déjà, première question à tous les deux. Comment ça va et comment on se sent à quelques heures du grand départ ? Bonjour tout le monde. Ça va très bien. Écoute, première visite à Chamonix pour moi, puis à quelques heures du départ, c'est assez impressionnant, disons, les montagnes. Bonjour à tous. Moi, ça va plutôt bien. Après une fin de prépa qui s'est bien passé et assez impressionné par l'événement. L'UTMB, beaucoup de monde. J'ai déjà passé, mais en tant que juste spectateur sur une petite journée, et il restait plusieurs jours. C'est assez impressionnant. Alors juste petit rappel, la CCC, donc Courmayeur, Champé, Chamonix, c'est un format 100 km avec 6000 mètres de dénivelé positif à travers 3 pays. Un départ de Courmayeur en Italie, un passage par la Suisse et puis une arrivée bien sûr place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Mathieu, toi qui as fait la course l'an passé, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu pour Simon et Dania, mais aussi pour nos auditeurs et auditrices, nous donner un petit peu les grandes lignes comment on pourrait décomposer la course pour bien l'appréhender ? Bon, j'espère que je leur apprends pas comment est le parcours, qu'ils ont un petit peu travaillé et qu'ils savent à quoi ils s'attendent dans 2 jours. Mais la CCC, c'est le 100 km le plus relevé du monde en termes de densité à l'avant. Mais c'est aussi un très très beau parcours qui passe par 3 pays. C'est un petit peu la deuxième moitié de l'UTMB avec une cote en plus au départ à la sortie de Courmayeur qui emmène à la tête de la tranche. Donc ça commence directement dans le vif puisque ça commence par 1500 mètres de dénivelé. Et ensuite, on pourrait dire que les 50 premiers kilomètres sont quand même relativement plus roulants que la suite. Il faut vraiment s'économiser. Il y a des parties sur les balcons du Val Ferré italien où là ça reste en altitude mais c'est moins raide. Ensuite forcément le grand col ferré, le point culminant de l'UTMB, c'est pas le point culminant de la CCC mais c'est aussi une belle montée avant la longue descente qui emmène jusqu'au 50e kilomètre et Champé. Et moi j'aime dire que si on veut faire une belle CCC ou si on veut prendre du plaisir, il faut arriver voir à Champé comme un deuxième départ et se dire que tout ce qui était avant c'était tranquille et que là la course il faut mettre en route à partir de Champé. C'est là où on peut commencer à s'autoriser à forcer. Et là il y a 3 belles bosses successives qui vont ramener à Chamonix, chacune autour de 800 1000 mètres de dénivelé. C'est la partie aussi où il y a un petit peu plus de cailloux sur cette fin de parcours. C'est un petit peu plus technique, notamment la descente du Béchar à la fin qui est la descente la plus technique du parcours qui vient au kilomètre 90. Donc là ça fait très très mal aux jambes. Et puis après la montée à la Flégère qui est abominable. Quel que soit le niveau, je pense que tout le monde souffre dans cette dernière montée avant de descendre sur Chamonix et puis de profiter de l'ambiance dans les rues de Chamonix et de faire une arrivée grandiose place du Triangle de l'Amitié. Donc voilà, ce parcours on peut dire 2 parties. Une première partie où il faut temporiser sur 50 km où c'est un petit peu plus facile même si c'est pas donné quand même. Et puis la fin, 3 bosses assez dures où là c'est plus compliqué souvent.
Et du coup, Simon, Dania, bon, avant de profiter un petit peu des conseils de Théo et Nico sur la partie un peu plus entraînement, etc., est-ce que vous pourriez déjà vous présenter un petit peu plus personnellement et parler un petit peu de votre parcours pour que nos auditeurs, auditrices puissent cerner un petit peu quel trailer et quelle traileuse vous êtes? Ben, je vais débuter. Moi, je suis originaire du Québec, pour ceux qui n'avaient pas reconnu mon petit accent. J'ai 32 ans. Moi, je suis une ancienne nageuse de haut niveau. J'ai fait des ultramarathons de natation en eau libre. J'ai 2 fois la grande traversée internationale du lac Saint-Jean à mon actif, qui est un 32 km en eau libre. Fait que... disons que ça payait pas les factures. Fait que quand j'ai pris ma retraite de natation, je me suis recyclée en coureuse. Puis je crois que je fais quand même plutôt bien parce que je me suis qualifiée, ça a de l'air, pour la CCC. Fait que ça a bien passé. Tu t'es qualifiée sur une course by UTMB? Ouais, exact. Je me suis qualifiée à Grindstone en septembre dernier. En faisant podium, donc. Podium, ouais, exact, en finissant 2e. Fait que c'était inattendu et qu'on a saisi l'opportunité. Puis, c'est ça, depuis que j'ai arrêté la natation en 2019, je me suis concentrée sur la trail et puis j'aime les formats entre 80 et 100 km. Puis, je ne prends que plaisir à tous les paysages que je découvre. Et en tout cas, ici, on est bien servi, hein? Eh ben, Simon, 32 ans aussi, du coup trailer depuis 4-5 ans. Moi, je viens du sud de la France et puis après j'ai pas mal navigué en France et je viens d'emménager à Chambéry, donc c'était beaucoup plus facile de s'entraîner depuis quelques mois, après quelques années pour le travail à Paris. Quoi dire d'autre? Comment tu t'es retrouvé sur les... Comment je me suis retrouvé? Ouais, très bon. J'ai dû me faire opérer de la hanche il y a quelques années. Ça fait même 3 ans. Avant, je pouvais pas courir plus d'1 heure. Je pouvais faire plein d'autres activités. Je fais toujours beaucoup d'activités en nature, mais juste l'activité en ligne, comme ça, c'était impossible pour moi de courir plus d'1 heure. Et suite à l'opération, tout s'est très bien passé. Je peux recommencer à reprendre, à faire de plus en plus de kilomètres, de plus en plus de longues sorties. Et donc, un peu le CCC, c'est un peu un gros défi que j'ai dans la tête depuis, je pense, 2 ans. Puis que commencer et puis après on verra si on fait plus long ou si on reste sur ces formats-là, parce que il y a tellement de choses à découvrir sur toute la France, les Alpes, les Pyrénées. On a un super territoire. Du coup, vous allez prendre le départ dans moins de 48 heures maintenant. Si vous aviez encore quelques questionnements sur votre veille de course, par exemple, votre repas, votre gestion de course, etc., c'est le moment d'utiliser nos experts, on va dire, donc Nico et Théo, et même Mathieu qui connaît bien le parcours. Voilà, si vous avez des petites dernières questions sur comment vous allez gérer votre course, Simon. J'ai une petite question, je me suis posé pas plus tard que hier, parce qu'en voyant les conditions, j'avais prévu dans mon plan plutôt être à 700 ml/h de boisson. Et avec le temps qui s'annonce quand même plutôt frais, etc. Et sur ces temps-là, j'ai plus l'habitude de moins boire. Et donc je vais... Du coup, comme j'ai quand même beaucoup de sucre qui passe par la boisson, je mange rien de solide. Est-ce que c'est plutôt mieux rester sur ces 700 ml/h ou essayer de diminuer et du coup emporter plus de gel, plus d'autres éléments pour la nutrition? Ouais, t'as bien cerné le problème de l'hydratation et notamment de l'apport énergétique dans la boisson. C'est que parfois c'est dur d'anticiper. Je dirais qu'au début, moi j'adopterais une stratégie où je partirais plutôt avec de l'eau pure ou pas trop dosée pour que tu puisses ajuster en fonction de ta soif. Après, il faut quand même avoir conscience que la course elle est très longue. Je sais pas quel temps tu as prévu, mais je pense 15-16 heures dans ces eaux-là. Et au bout d'un moment, de toute façon, tu vas être déshydraté. Et là, même s'il fait pas très chaud, tu auras quand même des besoins hydriques qui vont augmenter. Par contre, au début, c'est possible que pendant 2-3 heures, le matin, s'il fait frais, si en plus il fait couvert et qu'il n'y a pas le soleil, tu bois moins. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'ajuster ses apports énergétiques en ayant quelque chose soit de solide, soit des gels, en sachant que d'un autre côté, je sais pas quels sont tes objectifs en termes de grammageur de glucides, mais tu peux pas non plus assimiler beaucoup de glucides si t'as pas de liquide. Donc faut pas vouloir manger 80-90 grammes de glucideur et prendre 300 millilitres de liquide, quoi. Ouais. Donc voilà, mais moi quand même je te conseillerais peut-être de partir dans un premier temps avec plutôt de l'eau ou peu dosée, puis compléter tes apports énergétiques avec des gels, des purées, ce que tu as prévu. Ok. Peut-être une question pour rebondir avant. Est-ce que tu as droit à une assistance sur le
Ça aussi, ça peut aussi jouer sur ta stratégie. Ouais, sur l'assistance, j'ai une assistance des copains qui viennent là, dont un qui est dans le public. Je les remercie déjà, parce que ça va bien aider sur la fin de parcours, mais sur le début de parcours, en fait, on fait déjà la moitié du parcours sans assistance. Il y a à peu près 40 km jusqu'à 50 jusqu'à la Fouilly, premier ravitaillement. La Champé, le premier assistance. Ah oui, c'est vrai, Fouilly, c'est pas assistance, exactement. Ça fait un peu une petite trotte avant de retrouver les copains. C'est ça. Et Dania, du coup, petite question. En fait, c'est plus d'être capable de me gérer pendant le 20 km de descente parce que nos montagnes chez nous sont vraiment pas si grosses. Fait que disons qu'on n'a pas l'habitude de prendre autant de démoins. Là, fait que c'est plus de tempérer parce qu'on veut aller vite en descente, finalement. Bah, c'est vrai. Après, je connais pas trop tes possibilités d'entraînement au Canada, savoir quelle est la bosse la plus longue que tu peux descendre. 600 mètres? Ouais. Bon. 600 mètres sur 7 kilos peut-être qu'on est capable d'avoir. Ah, ok. Fait que c'est un chemin d'accès sur une montagne de ski, fait que c'est... Ça va. Tu risques d'avoir plus raide vendredi. En tout cas, ce qui est vraiment important, et ce qu'on a pu voir dans certains papiers scientifiques, c'est de voir que ceux qui performaient le plus, que ce soit sur la CCC ou l'UTMB, c'est ceux qui ralentissaient le moins en descente. Donc le but, c'est d'adopter un pacing en descente vraiment confortable pour toi et que tu es capable de maintenir et de dégrader le moins possible entre la première et la dernière descente. Donc si tu attaques la première descente à 3000 m/h en négatif, ça risque de mal se passer, alors qu'il vaut mieux peut-être conserver 1005 tout au long de la course. Donc tu vas forcément dégrader, mais en tout cas si tu dégrades le moins possible, c'est comme ça que tu vas optimiser ta performance, et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir remonter au fur et à mesure du classement, et ça on sait que c'est clairement nécessaire mentalement sur 100 bornes, quoi. Merci. Dania, toi, t'as quel objectif Est-ce que t'as un objectif de chrono, de place? Est-ce que t'as essayé de calibrer un petit peu ta course je sais que le start-up des filles est vraiment fort. Avec la cote UTMB, c'est vraiment bien. Là, on est capable de voir à peu près les temps estimés qu'on est capable de faire. Moi, ça donnait autour de 15 heures. Là, c'est sûr que mon objectif, ça serait de terminer dans la journée de vendredi. Fait en bas de 15 heures. Je veux pas me mettre trop de pression en me disant que je vais être plus rapide que ça, mais je pense que je suis capable de livrer une bonne performance, puis on verra comment que la journée va aller. Mais avec les paysages qu'on va avoir, normalement, ça devrait me donner plein d'énergie. Et si vous pouviez nous expliquer un petit peu quelles ont été les grandes lignes de votre entraînement durant combien de temps ça vous a pris, depuis combien de temps vous préparez la course, et un petit peu des moments forts de votre entraînement qui peut-être vont faire la différence vendredi? Oui, moi, en avril, on est allé aux Açores, au Portugal, avec mon conjoint en agence de voyage, et qu'on avait organisé un voyage de trail là-bas. Fait que ça, c'était quand même une belle préparation parce que au Québec, nos hivers sont un peu longs. Fait que la neige est jusqu'à mi-mai, peut-être. Fait qu'on n'a pas accès aux sentiers très tôt en saison. Vous me dites si vous comprenez pas ce que je dis. Hein? Le public a l'air de comprendre, donc on va continuer. Fait que, disons que ça a donné une longueur d'avance sur peut-être mes compatriotes québécois. Donc, on a resté 3 semaines là-bas à s'entraîner dans les sentiers. C'était pas des aussi grosses montagnes qu'ici, là, évidemment. Mais donc, quand on est arrivé en juin là, au Québec, c'était vraiment bien. Là. On avait déjà beaucoup de dénivelé dans les jambes. Puis même cet hiver, dans ma petite montagne de 600 mètres, j'ai commencé déjà à faire des up and down très tôt en saison. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a donné un coup de main. J'ai pris le départ d'une étape au Québec là, du World Trail Major, le 135 km au Québec Mega Trail, que je n'ai pas terminé finalement, dû à peut-être plus un mauvais enlignement des astres, peut-être au niveau mental. Mais ça m'a permis vraiment de travailler au niveau plus stratégique pour pouvoir revenir plus en force pour arriver fin prête pour mon objectif A de la saison. Il y a 2 semaines, j'ai fait un 50 km à l'UTFS, fait qu'il y a l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Si vous avez la chance, je vous le conseille. C'est dans mon coin de pays, c'est très, très beau. Puis ça m'a remis en confiance avec l'appréciation des paysages et tout ça. Là, fait que je pense que je suis prête là, avec le volume que j'ai fait et l'état d'esprit dans lequel j'arrive. Simon? Moi, la préparation a commencé dès le début de l'année. Écouter les conseils, notamment sur le podcast, puis avec un coach depuis un peu plus d'1 an. On a fait pas mal de vitesse cet hiver. Donc ça s'est transformé sur l'éco-trail, retourner voir mes copains sur Paris, profiter de l'événement pour avoir quelque chose d'assez plat. Puis après, surtout, il y avait
un gros bloc pour préparer la montagnarde sur le format 70. Qui s'est pareil pas très bien passé, mauvais alignement aussi, avec pas mal de problèmes. La tête n'était pas là, le ventre non plus, donc on fait quand même 50 km, mais ça a pu quand même faire un bon bloc et on a pu rattaquer rapidement derrière sur du volume là jusqu'à il y a une semaine et demie, 2 semaines sur un bon volume. Et toi, ça n'a pas été trop un parcours du combattant pour t'inscrire. Donc Dania a eu sa qualification en faisant podium sur un bas UTMB. Toi, t'as dû passer par le tirage au sort, j'imagine? Ouais, tirage au sort, beaucoup de chance. J'avais 5 running stones cumulés sur les 2-3 dernières années. Et première fois, j'ai eu de la chance. Chouette. Est-ce que vous avez des questions, les copains? Sinon, peut-être poser des questions à des gens qui sont dans le public. Moi j'ai une petite question, vu que j'ai couru l'an dernier, je connais pas mal le parcours. Est-ce qu'il y a une partie du parcours que tu redoutes le plus là avant le départ de la course? Que je redoute, c'est un peu comme la descente. Sur la descente, de pas d'aller trop vite sur la descente. J'ai prévu un gros pace très cool jusqu'à Champé et de ne pas se laisser entraîner dans la descente avec le monde qui peut nous dépasser pour être en forme. Après au niveau technique, etc., j'aime bien crapahuter, donc ça me fait pas trop peur, même en étant fatigué. Mais la descente et pour rester frais sur la fin de parcours, c'est ça. Ouais, sur les descentes, un conseil que Théo n'avait pas forcément donné, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher le relâchement et de trouver de la fluidité et vraiment pas trop freiner pour se dire faut pas que j'aille trop vite. Si vraiment ça vous coûte de freiner et que vous sentez que ça tape dans les quadrilles, il faut trouver le bon équilibre entre dérouler pour que ce soit le plus fluide possible et sans non plus trop pousser pour si on sent qu'on doit vraiment pousser vers l'avant, c'est que c'est un peu trop. Donc il faut trouver ce bon équilibre et puis vraiment essayer de rester dans sa bulle, être focus et c'est vraiment la fluidité qui va faire que vous allez le moins dégrader musculairement possible parce que c'est là où vous allez avoir moins de choc en freinant trop et moins de choc en allant trop vite. Donc trouver ce bon point, c'est sûr que c'est pas le plus facile, mais il faut vraiment essayer de rester concentré sur soi-même et sentir où on se sent à l'aise, où on prend du plaisir et souvent c'est le bon endroit quoi. Et je rajouterais un petit truc sur cette descente, c'est aussi la nutrition sur la descente. Pas oublier, on peut vite oublier de boire, de manger surtout. Mettre la main à la poche en descente, des fois on peut oublier. Ouais, tout à fait. Il y a quand même des besoins, hein, même en descente, si cardiaquement ça baisse, il y a quand même un travail excentrique qui est fort, donc c'est sollicitant. Après, moi, je rajouterais au niveau des attitudes mentales, je pense que c'est un parcours où il faut vraiment avoir des focus en fonction des moments sur qu'est-ce que je fais, et notamment, il en a parlé, Mathieu, au début dans l'introduction, mais c'est vrai que je pense que vraiment jusqu'à Champé, ou en tout cas la remontée à Champé, en bas du Val Ferret suisse vers Pratfort, il faut vraiment être dans une attitude mentale où c'est tout le temps facile quoi, et il faut pas avoir des pensées du style dans le Grand Col Ferré quand est-ce que ça bascule, ça clairement si vous commencez à vous dire ça, je pense que clairement il faut se dire ok, là faut que je ralentisse parce que des montées de la durée du Grand Col Ferré, il y en a 3 à la fin et je vous fais pas un dessin, mais plus ça avance et plus elles sont dures normalement. Alors parfois il y a des, après c'est aussi, alors je sais pas si vous avez fait beaucoup de long déjà, mais faut avoir aussi cette acceptation que une course c'est jamais linéaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des downs, des ups et voilà, quand on est dans le dur, faut s'accrocher parce que des fois 1h30 après ça peut revenir. Et moi par contre j'avais le même, je l'ai fait une fois en 2015, j'avais la même stratégie, dire faut pas que je force jusqu'à Champé et je suis monté je pense 100 mètres de dénivelé après Pratfort en montant sur Champé et là j'ai eu des crampes. Et je me suis dit, ça va être long. Et puis finalement, après, c'était quand même revenu. Bon, après, par contre, quand même, entre le col des montées et l'arrivée, c'est un des pires souvenirs de ma vie. Mais il faut quand même rester avec cette attitude mentale de, ok, c'est dur, mais ça peut revenir. Je pense que sur les courses longues, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Des gens qui auraient éventuellement besoin de conseils? Alors on a une question, c'est quoi ton prénom? Pierre qui nous demande si vous avez prévu de changer éventuellement de matériel, de chaussures, de chaussettes. Question intéressante.
Sur 100 km, si jamais il n'y a pas de pluie, je vais probablement garder les mêmes chaussures. Par contre, je me garde quand même un backup avec mon crew qui va me suivre sur une paire de chaussures plus large, un peu là, plus coussinées. Par contre, comme c'est une chaussure plus haute, possiblement que ça va être peut-être plus versant, là, fait que je vais garder mes Salomon S-Lab. Puis, j'ai pas prévu changer de short ni de t-shirt et normalement, je reste dans ma marde, si on pourrait dire, tout le long de la course. Après, peut-être en fonction de la météo, ça peut aussi changer la donne si jamais il pleut pendant la course. S'il pleut, je verrai, mais sur toutes les 100 kilos que j'ai fait, même si j'ai terminé dans des 8 degrés, j'ai juste mis une couche par-dessus, puis j'ai juste filé jusqu'à la fin. Pour moi, en tout cas. Okay. Simon? Ouais, bah pareil, pas prévu de changer de chaussures, avoir une paire au cas où, côté de Champé ou de Valorcine, pas forcément plus moelleuse, mais bien fit sur mon pied, que j'apprécie beaucoup. Avoir quelque chose justement un peu plus soft qui préserve un peu plus sur le début de course qui est roulant. Ça, après, ouais, pas prévu. Ou avoir une veste de pluie de rechange, parce que s'il fait au bout de 8 heures de pluie, bon, je l'ai déjà testé, elle commence à prendre un peu l'eau, donc en avoir une seconde, c'est toujours avoir du sec. Et puis ouais, un t-shirt de pouvoir changer si jamais il fait vraiment froid, etc. Mais c'est vraiment du cas où. Toi, Mathieu, ça t'avait pris un poil plus de 11 heures, je crois, l'an dernier pour rallier l'arrivée. Est-ce que t'avais toi aussi peut-être prévu de changer quelques vêtements ou une paire de chaussures l'an dernier? Bon, déjà, je voulais féliciter nos auditeurs qui ont pris les devants et qui ont prévu la paire de chaussures de rechange. Ça, c'est vraiment un bon truc. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient nous faire l'assistance, ça coûte rien d'avoir toujours utilisé une paire de chaussures avec eux. Ne pas l'oublier dans le coffre de la voiture au moment d'aller faire le ravito. On a déjà vu des choses comme ça. Et puis, de mon côté, l'an dernier, j'ai un peu regretté de ne pas avoir changé de chaussures à la mi-course. En fait, j'étais tellement focus dans ma course. J'avais mal aux pieds. En fait, dans la descente du Val Ferré suisse, c'est assez long. Là, je me suis dit, il faut vraiment que je change. J'avais fait un peu le pari de mettre une chaussure qui était très fitée pour être très précis, mais il faut pas oublier qu'en ultra, quand il fait chaud, les pieds ils ont tendance à gonfler, et moi je commençais à être compressé dans la descente, ça tapait, j'avais un petit peu mal, mais en fait dans l'excitation, j'arrive au ravitaillement de Champé, je vois une dizaine de gars qui étaient assis sur les bancs, qui avançaient pas, et moi je me dis ouais, faut que je reparte le plus vite possible. En fait, avant de remonter à Champé, il y a 400 mètres de dénivelé positif, et à ce moment-là j'avais un petit peu moins mal aux pieds puisqu'on sortait d'une montée, ça tapait moins que les descentes, et dans la précipitation j'ai pas changé de chaussures et je l'ai regretté toute la fin de la course. Ça m'a coûté pas mal d'ongles, et donc si vous sentez dans la descente du Val Ferré suisse que vous commencez à avoir un petit peu mal aux pieds, je pense que ça vaut le coup de prendre 1 ou 2 minutes, enlever les chaussures, les remettre au niveau de Champé et ne pas partir dans la précipitation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou on termine là-dessus pour la CCC? Tout bon? Eh ben parfait, on va remercier Simon et Dania d'être venus avec nous et d'avoir partagé ce moment. On vous souhaite à tous les deux une belle course. On va essayer de suivre ça et puis profitez bien. Merci de votre temps. Ouais, merci à vous. Merci. Bonne course. Et puis on va pouvoir passer à nos deux participants de l'UTMB. On va demander à Agathe et Thibaut de nous rejoindre sur le plateau. On a été bon, on a sélectionné, ils ont tous le même niveau à peu près. Ce qui serait rigolo, c'est que vous vous croisiez pendant la course et que vous passiez un petit moment ensemble. Eh ben Agathe, Thibaut, merci d'être là. Déjà, première question, comme on a pu la poser à Simon et Dania, comment on se sent à moins de 48 heures du départ de peut-être l'un des plus gros défis de votre vie? Bonjour à tous. Moi très bien, très excité de faire la course. Je suis plutôt content du temps, moi. Je préfère ça plutôt que la chaleur. Donc vivement vendredi. Agathe? Enchantée. Moi, je suis. J'attends. Non, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop ce moment-là, quoi. C'est facile de faire. Attendre, c'est un peu compliqué pour moi. Justement, est-ce que Nico, peut-être, et Mathieu, qui ont un peu plus l'habitude du long, comment on gère les 5, 6, 7 jours avant? On commence à moins s'entraîner, donc on a plus de temps. Peut-être moins pour ceux qui ont des enfants, etc. Mais toi, Mathieu, typiquement, t'as pas grand-chose à faire à côté?
On va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Non, c'est sûr que c'est un moment qui est pas forcément facile à vivre quand on a l'habitude d'être dans sa routine, de s'entraîner beaucoup. Il peut y avoir du temps libre qui se présente à nous. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter pour ne pas essayer de se dire là, je vais avoir du temps, je vais mettre autre chose en place, je vais faire un truc en plus, je vais faire des nouvelles activités. Je pense que c'est un moment dans lequel il faut vraiment profiter pour prendre du temps pour soi, pour ajouter des petites siestes et vraiment essayer de faire le plein d'énergie. Et après, au niveau de l'entraînement, je laisserai Nico compléter, mais c'est sûr que les derniers jours, au niveau mental, il faut trouver le bon équilibre entre je reste actif parce que si je pense que à la course, si je reste chez moi et que je suis assis et je regarde le mur et je pense qu'à la course, ça fait monter le niveau de stress et je pense que ça c'est pas bon. Et le bon équilibre a aussi profiter de la fête, profiter de ce qui se passe à Chamonix, et sur ce moment-là, forcément on peut aussi laisser un petit peu d'énergie à piétiner, à rencontrer du monde. Et donc c'est sûr que je pense qu'il y a deux stratégies, soit essayer de rester enfermé chez soi, regarder des trucs qui ne sont pas du trail, soit essayer de profiter un petit peu et se dire je laisse un tout petit peu d'énergie mais au moins je cogite moins. C'est aussi des choses qui viennent avec l'expérience, il faut aussi, plus on fait de courses, plus on sait ce qui nous correspond. Voilà, au niveau de la gestion du stress, ça c'est vraiment des trucs qui sont plus personnels. Et au niveau de l'entraînement, il y a quand même des grandes guidelines, je pense que Nico vous les donner sur les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, bah sur l'entraînement, c'est quand même très personnel. Chacun a un peu ses habitudes. Bon, globalement, sur une course comme l'UTMB qui dure aussi longtemps, je pense que prendre du repos, être sûr d'arriver reposé physiquement, mais aussi mentalement. À la limite, des fois, on peut avoir cette impression quand on se repose un peu trop d'être un peu bridé au début. Et j'ai envie de dire, je suis pas sûr que ce soit si mal que ça sur des courses longues de pas se sentir très bien au début parce qu'au moins on part pas trop vite. Après, il faut être prêt mentalement aussi à se dire bon, ok, je n'ai pas des bonnes sensations au bout d'une heure de course alors que ça va durer longtemps. Mais souvent, après, chacun a ses habitudes. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de la prépa qu'on a eue. C'est-à-dire que moi, je sais que pendant ma carrière, quand ma prépa s'était très très bien déroulée, j'avais aucun problème les jours avant parce que j'étais très en confiance et je n'étais pas trop focus, je pensais pas trop à la course. Après, c'est toujours dur de se rappeler l'athlète qu'on pouvait être quand on était jeune, parce que je sais que les premières années, quand j'ai commencé à faire ce sport-là, j'avais quand même beaucoup de stress, mais moi, c'était plus du stress. Alors, je faisais des courses plus courtes, mais de la douleur qu'on peut vivre pendant ces efforts. Et donc du coup, il faut trouver le bon équilibre. Tu parlais ici de la semaine UTMB. Je pense qu'il faut peut-être aussi réussir à se dire ok, j'en sais rien, le mardi, le mercredi, je profite de l'ambiance. Et par contre, quand je fais l'UTMB qui part en fin de journée du vendredi, ok, le jeudi, je reste tranquille chez moi, je bouge pas trop. Comme ça permet d'être pas full dans sa course tout seul les dernières heures. Bon, après, Agathe, elle a des enfants, donc c'est pas... Elle peut pas forcément être 100% focus, mais c'est sûr que les athlètes qui ont que ça à penser, il y en a, ils se mettent un fort stress avant même le départ. Agathe, Thibaut, juste avant qu'on parle un peu plus précisément de l'UTMB, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours et de comment vous en êtes arrivé à vous retrouver sur la ligne de départ de l'UTMB? Alors du coup, Thibaut, moi j'ai 30 ans, je suis originaire de Nancy. Je fais de la course à pied depuis à peu près maintenant 10 ans. J'ai commencé plutôt par faire des marathons. Puis j'ai très vite basculé sur le trail et puis par des connaissances, j'ai quand même été pas mal bassiné par l'UTMB et fasciné finalement. Donc j'ai commencé par faire des trails longs, puis quelques ultras et puis après l'idée maintenant c'était de trouver des running stones pour se qualifier. Donc c'est comme ça que j'ai pu arriver à avoir cette qualification, enfin ce tirage au sort cette année. Comment t'en es arrivé un petit peu à te retrouver sur la ligne de départ du TMB, ton parcours oui. un petit peu? Je suis prof de yoga, je cours depuis des années et je suis arrivée ici parce que j'ai eu un ticket sur Nice by UTMB. Donc tu as aussi fait podium sur un by UTMB, bravo. 5 heures par Courtenay quand même. Hein. Après je pense que beaucoup auraient pris 5 heures par Courtenay. Mais... Prof de yoga et donc Nice by UTMB l'an dernier, c'est ça? Ouais. Sur le 100K? Super course, sur le 100 miles, ouais. Ok. 100 miles, oui. Sur le 100 miles, 100 miles. Ouais. Donc tu seras pas à ton premier 100 miles, t'as déjà un peu d'expérience là-dessus? Oui, après il y avait un peu moins de dénivelé et quelques kilomètres en moins. Après c'est pas le même, un peu plus technique on va dire Nice. Ça m'arrange.
que ce soit moins technique. Bah du coup j'enchaîne un petit peu sur la prépa. Ouais. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des petits couacs dont vous seriez bien passé ou... Ouais. J'ai eu les 2 TFL, ouais. Il y a longtemps? De chaque côté, je les ai eus fin avril. Fin avril, ouais. On va peut-être se retourner vers Mm. le kinétéo. Est-ce que tu as encore des problèmes de TFL? Parce qu'après, Non. il peut te faire 2-3 manipulations si tu veux avant le départ. J'ai plus rien. Ah, malheureusement, 2 jours avant, c'est foutu. Hein. Faut prier, là, il n'y a plus rien à faire. Et ben non, du coup, je suis curieux de savoir comment tu as pu gérer ces 2 blessures consécutives, du coup, à droite et à gauche. Ça doit foutre un peu la pression en avril quand tu as... Je sais pas si c'est l'objectif de ta vie, mais en tout cas sportivement, c'est sûrement l'un des plus gros défis. Et voilà, est-ce que tu as été suivi par un kiné, un médecin? Combien de temps ça t'a pris? Je pense que ça peut servir à beaucoup de monde parce que c'est quand même une des pathos qu'on retrouve le plus sur le trail. Du coup, effectivement, j'ai vite été suivie par un kiné qui m'a vite pris en charge et on a mis beaucoup de choses en place. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites. Il m'a fait faire, je suis pas, mais avec du poids, de la charge, des bonnes séances. Et moi, je suis passée vraiment au vélo. J'ai fait beaucoup de vélo. J'ai repris plaisir sur le vélo. Donc, j'ai pas du tout rien fait. Je pense qu'au contraire, j'ai fait des super belles semaines. Et même mentalement, j'ai complètement oublié la course à pied. Je me suis fait plaisir autrement, quoi. Et ça a marché. On a essayé de faire assez vite quand même, mais... Ok, trop bien. C'est excellent de faire de la muscu lourde parce que globalement, c'est ce qui marche tout le temps sur les pathos qu'on a chez le coureur et d'avoir transféré sur du vélo. Et comment tu as fait pour gérer ta charge d'entraînement? Parce que c'est aussi peut-être 2/3 de la solution qu'on peut... Enfin, en tout cas, c'est le gold standard du traitement pour un TFL. Est-ce que tu l'as fait toi-même, la reprise et la remise de charge progressive, ou tu avais un coach, ou c'était ton kiné? Ah, c'est mon kiné. Hein. Okay. Mon kiné m'a dit là, protocole, que j'ai pas voulu. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit mon Dieu, oh là 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 là, qu'il a fallu respecter. Je me suis dit, bon, allez, on fait les choses à fond, tu respectes, mais c'est 1 minute marche. Ouais, le protocole classique de reprise bien chiant au début. J'y croyais pas parce que l'UTMB était clairement pas loin, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir. Et puis ça a marché. Ouais. Et puis en plus, ce qui est difficile sur une pathologie, donc on dit les TFL, mais c'est le SBIT, c'est syndrome de la bandelette iliotibiale. Oui, ouais. Et globalement, c'est qu'on peut tolérer 0 douleur. Et ça, c'est assez difficile normalement. On peut pas forcer dessus comme une tendinopathie où on peut tolérer une petite gêne à 1 ou 2 sur 10. Là, un SBIT, normalement, c'est 0 douleur. Et dès qu'on a mal, faut s'arrêter, marcher et rentrer à la voiture. En fait, ça pardonne pas, quoi. Ouais, exactement. Pas. Voilà. Et en tout cas, tu as bien suggéré ça et une excellente course vendredi. Merci. Et du coup, on va rester avec toi, Agathe, mais depuis ça, est-ce que quand même il y a eu des motifs de satisfaction? Tu as réussi à remettre du volume, enchaîner les blocs, peut-être faire une course de prépa? Non, du coup, j'ai pas remis de course. C'est un choix personnel. On me l'a proposé, on m'a dit non. Et oui, j'ai remis de la charge en course à pied. C'était un peu risqué, hein. Mais ouais, j'ai refait le tour du Mont Blanc. J'ai fait un peu quelques trips bien sympas qu'on apprécie dans la prépa. C'est pour ça. Donc non, je suis contente. C'est passé. Voilà. Parfait. Thibaut, ta prépa? Moi, j'ai eu la chance d'avoir 0 blessure pendant ma prépa, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait plutôt des trails longs, mais plutôt roulants sur le début d'année. Avec au mois de mai, j'ai fait un 80 km pour 3000, qui s'était super bien passé. Et après, j'avais fait l'ultramarin en Bretagne. Mais là, ça s'est très mal passé parce que j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais du coup, je suis parti quand même juste pour le mental. Donc ça c'était un peu compliqué, mais ça s'est super bien passé. Puis après, ça a été des blocs d'entraînement avec les copains dans les Vosges, des grosses sorties. T'as fait un petit tour à la montagne quand même. Ouais, un petit tour à la montagne. Je suis venu aussi à Chamonix pendant 2 jours. Donc non, l'entraînement s'est plutôt bien passé. Pas mal de vélo aussi pour l'endurance de force. Mais par contre, je pense que je manque un peu de dénivelé. Et, je pense que la deuxième partie va être un peu plus compliquée. Et au niveau du parcours, vous connaissez le parcours, vous avez fait la reco ou ça sera un peu la découverte vendredi pendant la course? Pour ma part, oui, je connais le parcours à 80%, on va dire. Je connais juste pas la partie Grand Col Ferré.
Mais sinon, jusqu'à Arnova et sur la fin, Trian, etc., j'ai fait la reco, donc ouais, je connais plutôt bien, à part la montée et la descente du Grand Col Ferret. Oui, je connais bien le parcours. Habitant pas loin, on vient souvent à Chamonix. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Alors en 4 jours, pas 3. Je sais que c'est la mode de le faire en 3 jours. Je sais pas ce qui est bien ou pas bien. Hein. Nico, c'est bien après le. Dis-nous. Je dirais que ça dépend un peu de l'expérience. Après, là où je te rejoindrais, c'est que je pense qu'on récupère mieux quand même d'un UTMB qu'en 4 jours, qu'en 3 jours, parce que ça fait quand même des sacrées étapes quoi, quand on fait 3 jours. Après, c'est toujours dépendant des individus, c'est-à-dire que un élite qui va enchaîner durant sa prépa des semaines à 180 bornes, 10-12 000 mètres de dénive, c'est entre guillemets faire la reco UTMB, c'est sa charge classique. Et quand même pour la plupart des amateurs, la semaine où on fait la reco de l'UTMB, c'est quand même plus 150, plus 200% par rapport à ses habitudes. Donc je dirais que dans ce cas-là, fractionner quand même le tour le plus possible, c'est quand même pas une mauvaise idée, parce que faut quand même pas oublier que, à mon sens, le principal objectif, c'est de reconnaître. Donc en fait, est-ce qu'il faut reconnaître le plus vite possible? Ben non, il faut reconnaître pour savoir à quoi s'attendre, mais chercher à simuler la course, je pense que c'est quelque chose qui arrive dans un second temps chez les gens qui cherchent vraiment la performance. Des objectifs de chrono, de place, de juste voir la ligne d'arrivée. Comment vous gérez un petit peu ça? Me concernant, j'enlève le chrono sur ma montre et puis je mets que l'heure. Donc non, juste la ligne d'arrivée. Faut juste être assez lucide pour arriver à calculer à peu près le temps. Je calcule pas. J'aime pas les chiffres. Intéressant. Toi, Thibaut? Déjà, finir, ça serait bien. L'idée, c'est vraiment de finir. Après, j'ai basé des temps sur 35 heures. Ça serait bien. C'est à peu près les temps que je me suis basé et je pense que je peux les tenir. Après, c'est de l'ultra, donc il peut se passer plein de choses. Il va faire relativement froid aussi la nuit, donc on va faire attention à ça. Et puis voilà, l'idée, c'est d'arriver dimanche, peu importe à quelle heure. Si vous avez des petits questionnements, des petites choses que vous aimeriez savoir un peu en dernière minute, on a 3 experts ici pour vous répondre, qui n'ont jamais fait l'UTMB, mais qui ont coaché des gens qui font l'UTMB ou qui l'ont fait. Donc il y a un petit peu d'expérience quand même. Moi j'avais une petite question. Si vous tournez aux alentours des 35 heures pour Thibaut, Agathe, je ne sais pas exactement, comment vous avez prévu de gérer le sommeil? Parce qu'on sait que c'est quelque chose d'assez difficile. Normalement, vous allez passer potentiellement une nuit complète dehors, c'est sûr, potentiellement une deuxième complète ou en partie. Est-ce que vous avez prévu de dormir à des endroits précis? Enfin voilà, est-ce que vous êtes renseigné un petit peu sur la science ou d'expérience de ce que vous avez pu faire sur d'autres ultras? Pour ma part, le maximum que j'ai fait, c'est 28 heures sans dormir. Là, l'idée, ça serait plutôt, si je me sens bien, c'est Courmayeur, prendre 20 minutes pour faire une petite sieste. Et puis après, sur la fin, on verra en fonction de l'état et s'il y a besoin. C'est un peu une crainte aussi, c'est le sommeil. La première nuit, on pense qu'elle est facile parce qu'on a l'adrénaline, mais elle retombe quand même, je pense, très vite une fois qu'on est loin, une fois qu'il n'y a plus la foule, etc. Donc je sais pas, après la deuxième, clairement ouais, ça va être de l'inconnu et j'espère qu'il y aura quand même l'excitation de la ligne d'arrivée qui se rapproche pour nous tenir debout quoi. Moi j'ai jamais eu envie de dormir pour l'instant. Après ça peut peut-être m'arriver avec l'ultra, on sait jamais. Donc au contraire, j'ai toujours été stimulée, même les nuits d'après c'est compliqué. On se lève à 4 heures pour manger. Donc, ok, bon en tout cas c'est intéressant et moi de ce que j'avais pu retenir c'était les études de Guillaume Millet qui avait fait des recherches là-dessus sur l'Ultra Trail. C'était qu'en tout cas il fallait surtout écouter ses envies. Donc typiquement tu nous disais Thibaut de vouloir attendre Courmayeur et des fois en fait c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que tu peux arriver sur le ravito, il y a plein de monde, t'es excité et t'as surtout passé tes cycles de sommeil et du coup c'est peut-être pas le moment pour toi de dormir. Et lui il conseillait plutôt de faire des stratégies de sommeil, des siestes courtes, peut-être 15 minutes, mais à la condition d'être dans un endroit qui est confortable et sécuritaire. On va pas dormir à 3 degrés au Grand Col Ferret, ça sert à rien. Je pense que ça c'est problématique, mais voilà, peut-être de s'écouter dans la journée s'il fait beau, que vous êtes à l'ombre, peut-être en tout cas de s'écouter si vous en ressentez le besoin, c'est intéressant. Et après il y a aussi une autre stratégie, c'est la prise de caféine, mais ça faut l'avoir pris à l'entraînement et je pense qu'il faut surtout pas en abuser. Ça peut quand même
poser quelques petits problèmes gastriques qu'on vous souhaite pas évidemment. Et juste là, ça va être quoi un petit peu votre programme des dernières 48 heures? Est-ce que là, il n'y a qu'une hâte, c'est de prendre le départ? Est-ce que vous trouvez le temps long? Est-ce que vous arrivez à vous occuper aussi un petit peu? Est-ce que vous avez fait un tour dans le salon? Est-ce que vous avez été voir des gens que vous connaissez, etc.? Pour ma part, je suis arrivé ce matin. Donc, juste demain, récupérer le dossard, faire un mini tour du salon. Et puis après, ça va être attendre, boire de l'eau, manger. Et puis voilà. Donc, vraiment hâte d'être vendredi parce que ça devient long. Vous avez vu que le départ a été avancé cette année, hein? Oui, d'un quart d'heure. Ah oui, 17h45. Oui, aller chercher le dossard, très bonne idée. Et puis faire du yoga, la respiration, ça marche bien. Et puis aller boire un café et profiter aussi des personnes qui ont un appartement. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Peut-être que la personne qui fait l'UTMB a d'autres questions ou peut-être pas. C'est bon? Eh ben, on est pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu les pronos de la CCC de l'UTMB? On vous a préparé des petits pronos. On a chacun sélectionné un homme et une femme. Alors, soit qu'on voit gagner, soit qu'on aimerait bien voir gagner. On va commencer par la CCC. Nico, qui tu vois devant vendredi? J'ai pas vérifié les index, mais je crois que j'ai joué aucune prise de risque. Francesco Pupi, index numéro 1, je crois. Et puis Anna Tarasova qui a fait un gros début de saison. Alors bon, j'attends toujours le moment où elle va exploser en plein vol, mais pour le moment, elle est stratosphérique sur ce début d'année. Elle avait gagné assez nettement le Lavaredo, mais voilà, c'est les deux un peu favoris sur le papier. On verra ce que ça donne. Théo? Et bah de mon côté, pareil que Nico, plat du pied sécurité avec Tony McCann, la vainqueur de la dernière édition de la CCC. Et chez les hommes, moi j'aimerais bien voir un petit Frenchie, Hugo Deck, qui a quand même fait une belle saison avec une belle maxi race. Donc je lui souhaite de réussir sur cette CCC. Mathieu, toi t'as pris des petits paris là. Moi, j'ai pris un petit outsider français, Virgile Morisset. C'est peut-être pas un nom qui vous rappelle quelque chose, mais il a quand même fait deuxième du 90 km du Mont Blanc après un printemps et un été plein de bornes. En fait, je pense que sa perf a été elle est un peu passée inaperçue par toute la lumière qu'a pris Théo Détienne en sortant une première grosse victoire internationale. Mais en tout cas, il se donne du mal à l'entraînement. C'est un borner insatiable et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc, je lui souhaite de bien réussir sa CCC pour une première. Et chez les féminines, j'ai choisi une Norvégienne, Silvia Norskar, qui l'an dernier avait tout raflé, notamment en gagnant Zegama, mais ensuite elle avait abandonné sur la CCC. J'ai eu la chance à Fort-Romeu de partager un petit tour de vélo avec elle et j'ai l'impression qu'elle a fait quand même une belle prépa cet été. Donc j'ai bien envie de la voir réussir, mais quand même derrière Dania. Et moi je vais choisir les grosses cotes. Je pense que je vais mettre alors ils sont pas très très connus, mais je pense que je vais prendre Simon et Dania pour la victoire. Là c'est quand même la grosse cote. Non, moi j'ai mis des petits coups de cœur. En garçon, j'ai mis Simon Pacard, qu'on a reçu dans le podcast d'ailleurs. On avait eu un échange super intéressant avec lui, qui a réalisé le FKT de la traversée des Aravis il n'y a pas très longtemps et qui va faire son premier ultra. Donc on lui souhaite si ce n'est de gagner, de au moins faire une belle performance. Et puis chez les féminines, le coup de cœur du côté de Julie Roux, qui a fait un très beau 90 Mont Blanc et qui peut-être cette fois-ci arrivera à finir devant Blandine. On verra, mais ça va être intéressant de suivre le duel franco-français entre les deux. Et voilà pour moi. Peut-être des pronostics dans le public, des coups de cœur, des gens que vous aimeriez voir devant. C'est qui vos coureurs favoris un petit peu? Hugo Deck? Ouais. Forcément. L'UTMB? Peut-être. On va passer... Vous avez des noms? Blandine. Allez, on a Blandine du côté de Thibaut. Allez, on va... Agathe va attendre pour l'UTMB. Qui c'est qu'on a mis nous sur l'UTMB? Nico, dis-nous. Remets les pronos parce que je me rappelle plus. Non, j'ai joué
celui qui s'est révélé, il en a parlé juste à l'instant sur le 90 du Mont Blanc. Souvent, les coureurs qui réussissent au 90 du Mont Blanc sont pas mal sur les courses de l'UTMB. Donc Théo Détienne pour sa première. Alors peut-être pas à la gagne, hein, mais je pense une belle performance. Et puis je pense qu'il y a 2 grandes favorites au départ. Une avec un palmarès XXL et une autre qui a fait une remontada de l'espace l'année dernière, Ruth Croft. Donc je pense que Ruth a jamais été aussi forte. Donc je parie sur Ruth pour battre Courtenay et pour la gagne là pour le coup. Théo. Et bah de mon côté, chez les hommes, j'ai choisi le vainqueur du Ventoux et du Lavaredo, Ben Diman, qui semble clairement stratosphérique cette saison. Et ça fait plusieurs années qu'il court après cette course et des gros résultats. Donc clairement, moi, j'aimerais bien le voir passer la ligne en premier et sûrement de toute façon en moins de 20 heures pour remporter cette édition. Et chez les femmes, alors c'est peut-être pas la favorite, mais j'aimerais bien voir un retour triomphant de Camille Bruyat qui a traversé des saisons un petit peu compliquées avec des blessures. Donc ça me ferait plaisir de voir la Beaujus peut-être sur un podium à l'UTMB. Mathieu. De mon côté, j'aimerais bien voir briller Hayden Hawks. C'est un des seuls coureurs américains qui a réussi la même saison à perfer à la fois sur la Western States en faisant 3e l'an dernier et en enchaînant avec une victoire à la CCC. Et donc là, il se lance sur plus long et s'est déjà cassé les dents sur cette UTMB. Cette saison, il n'a pas fait la Western pour arriver dans des meilleures conditions sur cette UTMB. Donc j'aimerais bien le voir réussir et il rentrerait dans le groupe très fermé de ceux qui ont gagné 2 formats différents de l'UTMB. Donc moi, j'aimerais bien voir Hayden à l'avant. Je pense qu'il a les capacités. Et chez les féminines, je fais un pari qui est pas très risqué, en tout cas la plus grosse cote, enfin en tout cas la plus attendue de cette liste, Courtenay de Walter, la présidente de l'univers. Je pense qu'elle va faire parler d'elle encore une fois. Et puis moi côté UTMB, en tout cas j'ai très envie que John Albon puisse enfin concrétiser sur 100 miles, lui qui a explosé un petit peu tout le monde sur les formats 50K et 100K, donc j'ai hâte de le voir enfin réussir l'UTMB. Ils annoncent un temps pas terrible, donc pour un Britannique je pense qu'il pourra tirer son épingle du jeu. Et puis chez les femmes, alors c'est difficile de se décider, j'ai quand même très très hâte de voir le duel entre Courtenay et Ruth Croft. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, s'il y en a une qui va prendre un peu les devants ou pas. Donc j'ai hâte de suivre ce duel en tout cas. Thibaut et Agathe, du coup, toujours pas ou t'as trouvé un nom? Si, non mais c'est ça. Chez les femmes, le beau duel Courtenay et Ruth Croft, je pense. Hein. Et après, je souhaite une très belle course avec Camille aussi, qui a une super pratique, très saine. Puis du coup, vous êtes... t'as dit que t'étais prof de yoga? Oui. Donc vous êtes consoeur du coup oui. de yoga. Oui. Très bien. Et chez les hommes... François Daen. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné quand même, mais c'est juste le recordman du nombre de victoires. Mais... François Daen. Et Thibaut, François Daen. Le public, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête? Tom Evans, Ludo Pomeray, tu penses qu'il peut le faire? Ça serait assez exceptionnel. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là, présents avec nous. C'était super cool. Merci à nos 4 coureurs d'être venus partager leurs derniers instants avant la course avec nous. On vous souhaite à toutes et tous une bonne course. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Mathieu. Ouais, merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des vrais visages derrière nos auditeurs. Et puis je vais conclure en remerciant Brooks qui rend cet épisode hors série possible et qui nous met à disposition cette belle salle dans la House of Mountains. Donc merci à tous d'être venus, merci à nos auditeurs, merci à l'équipe. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tout le monde. Ciao.